Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, au 29e étage de son immeuble, au centre-ville de Montréal. On est mercredi, je reviens vers vous après une courte absence. En effet, j'ai été assez occupé à mettre en ligne mes bandes dessinées, à travailler sur mon œuvre. Et ça fait du bien. Ça me fait tellement du bien que j'ai juste le goût de faire ça par moment, donc ça explique pourquoi je fais moins de vidéos. Je me sens comme un écrivain présentement. Et j'aime ça, moi. J'ai toujours aimé les films d'écrivains. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les films où il y a un écrivain qui... c'est l'histoire d'un écrivain, sa vie, ou même les livres. Il y a plusieurs écrivains aussi qui écrivent des livres. Et c'est comme un roman où c'est un écrivain, donc c'est un peu comme eux-mêmes qui vivent une aventure. Et à travers tout ça, il y a toujours l'écriture. Et je dois dire que c'est ce qui se passe présentement dans ma vie. L'écriture est extrêmement présente. Bien sûr, je travaille fort sur mon journal présent. J'arrive d'un café présentement et j'ai écrit mon journal. Je pense que c'est important parce que je vois à quel point j'ai plaisir à lire mon journal de 2000, entre 1996 et 2002, parce qu'en effet, je suis en train de faire la correction. Là, je vous en ai parlé au début de l'été, ça continue ce projet. J'ai trouvé quelqu'un pour retranscrire les 3 journaux qui me manquaient de cette époque. Et là, je suis en train de corriger une partie que j'ai reçue avant hier, qui est en 1999. Donc, 1999, début 2000, j'avais 24 ans à cette époque. Je venais d'arriver à Montréal, je venais de décider que je ne voulais pas travailler, donc j'étais en train de me positionner pour les prochaines années. Me trouver, en fait. J'étais en train de me trouver. Et c'est un moment extrêmement... C'est incroyable de lire ça. J'étais un peu triste même quand j'ai terminé de faire la correction. Mais là, j'ai un bon 200-300 pages à corriger. C'est 200-300 pages un peu libres que je ramène peut-être à la moitié. Je coupe beaucoup de poèmes. Je faisais beaucoup de poésie à ce moment-là. La poésie était comme une manière de libérer mon mental. Je venais de faire la lecture de Rimbaud et j'aimais beaucoup cette idée d'un long et méthodique dérèglement des sens. Et je dois dire que j'étais en plein dedans. Je peux pas dire que j'y suis présentement, mais à l'époque, c'était vraiment très vrai. Quand je suis arrivé à Montréal à 24 ans, j'ai choisi de ne pas travailler. Donc, je me suis ramassé dans un vide immense, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Une marginalité assez incroyable aussi, une marginalité réelle, dans le sens que la majorité des gens travaillaient. La majorité des gens travaillent. Ils sont occupés du lundi au vendredi, toute la journée, alors que moi, j'avais toutes mes journées, j'avais tout mon temps. Et ça m'a fait plonger dans un néant immense. Et je le décris bien, ce néant, dans mon journal. Cet abîme dans lequel je tombais. Il n'y avait plus de structure, je remettais tout en question. Tous les programmes qu'on avait mis dans ma tête, tous les programmes que mes parents avaient mis dans ma tête, que le gouvernement, la religion, l'Église, le système dans son ensemble. Je révisais chacun et je dois dire que ça prend une force, une folie même. Ça prend une folie incroyable pour passer à travers un état comme ça. Je pense que la majorité des gens ne seraient pas capables. C'est l'idée de ne plus rien faire, de s'asseoir pratiquement devant un mur blanc et de rester devant le mur. Et de faire face à ses peurs, à ses démons, à tout en fait, de réaliser ses désirs. Et c'est ce que j'ai fait. Et par un long et méthodique dérèglement de mes sens, j'en suis arrivé à l'ouverture, à me donner un être, finalement.
à l'éveil spirituel vers 28 ans et finalement à l'éveil de l'être vers 33 ans. Et ça, c'est par l'écriture, beaucoup que j'ai fait un travail sur moi-même, puis par la bande dessinée, l'art visuel, après ça la musique, et l'écriture après, et les psychédéliques. Les psychédéliques sont venus donner le coup de grâce. J'étais déjà dans l'état parfait. Et je ne tenais qu'à un fil. Et puis là, ben, les psychédéliques sont arrivés et ont tout cassé. Ils ont cassé les programmes complètement. Et je dois dire que c'est un travail qui est très efficace avec les psychédéliques. Surtout en haute dose et quand on fait plusieurs expériences. Pendant 4 ans, je me suis amené dans un état incroyable. Vers la fin, j'en étais à une haute dose héroïque, une dose héroïque de LSD à chaque semaine, avec de la méditation. J'en étais presque à 2 heures de méditation par jour, juste pour me garder sain d'esprit, parce que j'allais tellement loin dans mes explorations psychédéliques. Donc la méditation, l'art visuel aussi, je faisais des mandalas. À ce moment-là, les mandalas étaient ce qui me gardait très, très solidement sur la terre, mon œuvre en fait. Et j'en reviens à mon œuvre. Depuis les dernières années, j'ai été moins productif au niveau de mon œuvre. Bon, j'ai travaillé sur des vidéos, j'ai travaillé sur des sites internet, mais je n'ai pas beaucoup écrit de livres. J'ai écrit la majorité de mes livres quand j'avais 30 à 34 ans, 35 ans. Et il y en avait qui étaient sur les tablettes, comme mon livre sur l'amour, qui va venir bientôt. Là, j'y reviendrai dès que j'aurai terminé mon journal. Donc, ça sera, le titre sera « Être heureux pour pouvoir aimer ». C'est sur l'amour libre. Sur le couple ouvert, le partnership amoureux ouvert. Mais c'est aussi sur le bonheur. Parce que comment peut-on être en amour? Comment peut-on aimer bien les gens si on n'est pas heureux? Si on ne s'aime pas soi-même? Je pense que la première chose à faire, c'est de tomber en amour avec soi-même. Et là, ce n'est pas nécessairement de l'égoïsme, ça peut être de la centration. La centration, c'est de se centrer. De comprendre que sans cette centration, si on ne se donne pas un centre de gravité permanent, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le but de la vie humaine est de se donner un centre de gravité permanent et de s'éveiller, de se donner un être. Le reste n'a pratiquement aucune importance parce que si vous êtes à régler des problèmes, à poursuivre les possessions, eh bien, les possessions ne vous suivront pas dans la mort. Les problèmes peut-être, mais les problèmes vous ramèneront ici, dans une autre vie, dans une réincarnation. Et moi, je n'ai aucun désir de me réincarner. Je veux être libre. Je suis libre. Et relire mon journal me ramène à cette force, cette impulsion que j'avais. J'étais un inculte. Je n'avais pas de culture à cette époque, pratiquement pas. En tout cas, j'avais rien de synthétisé. Mon système ici, mon système scolaire, ne m'avait pas donné cette culture. Par culture, j'entends surtout une culture classique, donc le gréco-latine, puis ensuite de savoir au moins minimalement l'histoire, quels sont les classiques de la littérature francophone, mais les classiques de la littérature en général. Je n'avais pas ça. J'avais une spécialisation. Au Québec, c'est comme ça. On nous amène à nous spécialiser, hein, on nous amène à être des robots, des fourmis. Oui, je n'ai pas juste ici, mais je vais parler de ce que je connais vraiment. Ici, l'Amérique du Nord, et spécialement au Québec, parce qu'on a le cégep ici. Le cégep, c'est propre au Québec. Et le cégep a été créé, je pense, dans les années 60-70, pour faire en sorte que les gens puissent aller plus rapidement dans le marché du travail. Donc, pour créer des spécialistes, des techniciens plutôt. Pour créer des techniciens. Donc, au lieu d'aller à l'université,
bien, on nous encourageait, on nous encourage encore à faire une technique et aller rapidement sur le marché du travail. Plus rapidement une personne va travailler, eh bien, plus elle est facile à contrôler. En ce sens, je suis incontrôlable car dès que j'en ai eu la possibilité, j'ai cessé de travailler. Je n'avais vraiment pas commencé non plus. Quand j'étais à l'université, par chance, mes parents ne m'obligeaient pas à travailler, à faire de l'argent. Donc j'avais ramené mes dépenses au minimum, je n'avais aucun désir de voyager. Mon seul désir, c'était d'acheter du papier, des crayons et de faire de la bande dessinée. Et j'avais un petit travail d'illustrateur avant de partir de chez mes parents. J'ai tout mis ça à la poubelle. Quand je suis arrivé ici, bien, je me suis libéré totalement. Pour vivre sur l'aide sociale, à l'époque, c'était 580 $ par mois. Il faut couper. Il faut aller à l'essentiel, plutôt. Au lieu de couper, je suis allé à l'essentiel. Qu'est-ce qui était essentiel? Et je le vois là, en relisant mon journal, j'étais extrêmement efficace et j'ai gardé cette qualité encore, je me rends compte. Je vis de presque rien. J'arrive à avoir un superbe appartement ici, 29e étage, au centre-ville de Montréal. C'est un appartement quand même assez coûteux. Mais je garde mes priorités dans l'essentiel. Donc je ne fais pas de voyage, je n'ai pas d'auto, je n'ai rien qui me coûte les yeux de la tête. Je garde mon argent pour acheter de la bonne nourriture, des fruits, des légumes, quelques petites sorties et mon appartement. C'est simple, beaucoup de gens deviendraient fous à vivre comme ça. Mais j'ai eu une très bonne formation. 10 ans d'aide sociale m'a formé à rester dans l'essentiel. Je me rappelle qu'à ce moment-là, mon idéal était de vivre comme un cosmonaute, dans une petite boîte, dans l'espace. Donc tout faire dans cette petite boîte, être capable de tout faire dans un petit espace où il y a tout déjà. Et ne pas laisser sans cesse mes désirs, mes faux désirs, m'amener à l'extérieur de moi, à investir sur des choses qui n'ont pas d'importance. Au cours des années, vous vous en doutez, des gens qui ont tenté de me faire investir sur autre chose que moi-même. Il y a 2 ans, c'était une série d'amis, au moins 4-5 personnes qui ont tenté de me convaincre d'acheter des bitcoins. Les bitcoins, c'était la manière d'investir pour faire de l'argent. Et là encore, dernièrement, la semaine passée, un ami, ça fait plusieurs fois qu'il tente de me convaincre que c'est un genre de système pyramidal. Et je dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Je crois en moi, j'investis sur moi-même. Dès que j'ai un peu d'argent, bien, je l'investis sur moi-même. Bien, vous voyez, là, je vais investir près de 500 $ pour faire retranscrire mes 3 journaux. J'ai 3 journaux de 1999-2000 qui me manquaient. Et lorsque j'aurai terminé la correction, bien sûr, il faut que je paye quelqu'un pour corriger ce livre, que ça soit professionnel. Donc, je compte investir peut-être 1 000 $ cette année, peut-être un peu plus, juste pour la publication de mon journal. Et je sais qu'un jour ou l'autre, ça va me rapporter. Quand, je ne sais pas, c'est pas important. L'important, c'est que je le sais qu'un jour ou l'autre, ça va me rapporter. Donc, tous ceux qui investissent sur des choses à l'extérieur d'eux, je ne vous en empêcherai pas. Je ne vais même pas tenter de vous décourager, mais si vous tentez de me convaincre, je vais rire de vous. J'investis sur la chose la plus sûre, c'est moi. Et au cours des années, j'ai investi beaucoup sur moi-même. Il y a 2 ans, 3 ans, j'ai investi près de 4 000 $, 4 500 $ sur la traduction de 3 de mes livres, en espagnol, en anglais. Et ils se vendent présentement. Pas beaucoup, j'ai pas encore rentré dans mon argent, mais à chaque semaine, je vends El Maestro Psicodélico, ou The Psychedelic Master, le maître psychédélique en anglais et en espagnol. Et donc, je sais qu'il y a un potentiel, parce que je crois en moi. Une horloge arrêtée va donner la bonne heure 2 fois par jour. Donc, je me dis, je suis comme cette horloge arrêtée. Il semble que je donne pas la bonne heure depuis ma naissance. Tout ce que je dis, ça importe peu. Ça n'a pas d'impact dans le public. Je n'ai pas réussi à avoir des grosses entrevues à la télévision. Je ne suis pas célèbre. Mais un jour ou l'autre,
ben, je vais donner la bonne heure parce que je ne tente pas d'être populaire. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être un classique. Un classique, c'est éternel. Donc je veux être comme Socrate, comme Platon, comme Michel-Ange, Rodin. Ce sont des penseurs, des artistes éternels. Et c'est dans cette optique que je travaille mon œuvre. En étant le plus singulier possible, c'est seulement comme ça que je crois que je peux être universel. L'universel dans le singulier, c'est le paradoxe. Regardez tous ces gens qui sont des classiques, les grands maîtres, ils ont tous été absolument singuliers. Ils n'ont pas tenté de suivre une mode. S'ils l'avaient fait, on ne se souviendrait pas d'eux. Au contraire, ils sont entrés en eux, ils ont cherché en eux les vraies réponses. Une pensée singulière, une pensée originale. Ou une œuvre originale. C'est mon désir. C'est mon désir le plus profond. C'est pourquoi je ne suis pas très stressé d'être encore un inconnu. Je sais que je fais de mon mieux. Et je suis dans l'acte juste. Et l'acte juste, présentement, c'est de mettre sur Amazon la majorité de mon œuvre, qui n'y était pas. J'avais à peu près la moitié qui était là, mais il me manquait toutes mes bandes dessinées, un album de peinture, mes journaux. Les journaux sont là en potentiel. J'ai des journaux. J'ai écrit beaucoup entre 1996 et 2002, et j'ai arrêté. En 2005, en plein cœur de ma période psychédélique, j'ai fait mon journal 2005, qui est déjà publié. Il est disponible sur Amazon pour ceux qui s'intéressent. Moi, je le trouve vraiment bon. Ça m'inspire. Il y a une grande folie à l'intérieur. Et c'était une époque bénie où je faisais beaucoup d'expérimentations psychédéliques. Par la suite, je crois que ça recommence en 2008, où là, je vais écrire beaucoup plus. Et j'ai eu des années où j'ai écrit beaucoup, donc j'en ai beaucoup. J'ai du pain sur la planche. Disons ça ainsi. Et je compte aussi commencer à écrire d'autres livres. Mais je n'ai jamais voulu écrire juste pour écrire. Ça n'a aucun sens pour moi. J'écris quand j'ai un appel. Par exemple, Le Grand Silence. Je me suis réveillé un matin et j'ai réalisé que le grand silence, que le silence avait toujours été dans ma vie. En effet, quand j'étais jeune, vers l'âge de 4 ans, j'ai cessé peu à peu de parler à la majorité des gens. Je parlais à mes parents. J'aurais pu paraître autiste. À une époque comme aujourd'hui, j'aurais peut-être été médicamenté. Mais j'avais toute ma tête. J'étais intelligent et j'étais pas malade. Mais j'étais réservé. Et je ne parlais pas. Je ne parlais pas aux gens. Je parlais à mes professeurs à l'école quand ils me demandaient de répondre à une question. J'avais un exposé à faire. J'étais capable de parler, mais je me refusais de parler. C'était une protection, à mon avis, contre le monde, pour rester proche de moi-même. Et donc, le silence a toujours été présent. Et j'ai fait beaucoup de bandes dessinées dans mon adolescence. Des heures et des heures passées dans ma chambre à faire de la bande dessinée. Donc, j'étais pas très populaire. J'étais pas le plus populaire invité dans toutes les parties. Au contraire, je passais la majorité de mon temps chez moi à dessiner. Mais aujourd'hui, j'en suis très fier d'avoir opté pour moi, pour avoir entré dans mon univers intérieur et d'y avoir extirpé tout ce que j'ai pu. J'étais très productif dès l'âge de 10 ans. Et bientôt, dans les prochaines semaines, je publierai mes premières vraies bandes dessinées professionnelles, La famille Poutine et Les Troglodytes, que j'ai fait entre l'âge de 17 et 20 ans. Donc, La famille Poutine était un projet qui a été publié dans Safarir, qui m'a rendu très heureux. Et ça me rappelle des très bons souvenirs, des moments d'exaltation où je me réalisais. Et donc, si vous vous demandez quel est le secret de mon bonheur, ce bonheur que j'ai exprimé dans mon livre qui s'intitule « Le bonheur absolu », eh bien, mon bonheur, mon secret, le secret de mon bonheur est
et mon œuvre. Parce que j'ai investi sur moi-même depuis ma tendre enfance. Je n'ai jamais laissé les autres me laisser tourner la tête, m'inciter à investir sur des choses à l'extérieur de moi. Donc vous ne me verrez pas investir sur des bitcoins ou sur à la bourse ou peu importe. Je m'en fous! J'en ai rien à foutre de ces choses. Si j'ai de l'argent, ben je l'investis sur mon œuvre. Et si vous avez de l'argent en trop, je suis toujours preneur. Il y a quelques années, j'avais une compagne qui avait un certain montant à investir et je lui ai dit comme ça, tu sais, la meilleure chose que tu pourrais faire, ce serait investir sur mon œuvre. Et elle a accepté, elle m'a fait un chèque de 2000 $. Elle m'a dit, dépense-le pas en drogue. Je ne l'ai pas dépensé en drogue. J'ai tout mis sur la publication de 3 à 4 livres. Il me manquait des copies. Et donc, j'ai fait imprimer 50 livres. Quand je lui ai donné l'exemplaire, elle était extrêmement heureuse. Je l'ai ressenti toute la partie de la journée où je lui ai donné. Parce que j'étais très connecté télépathiquement avec elle. Donc, si vous avez de l'argent, ben, soit investissez sur vous-même, ou soit investissez sur moi. Mais bon, commencez par vous. Au lieu d'investir sur un voyage au Club Med qui va absolument rien vous rapporter, en fait, qui va vous perdre votre temps, ben, investissez sur votre œuvre. Si vous êtes un artiste, investissez sur quelque chose qui est en rapport avec votre œuvre ou votre entreprise. Peut-être que vous n'êtes pas un artiste, mais que vous êtes un entrepreneur et vous avez une idée de vendre, je ne sais pas quoi, des pantoufles spéciales. Bien, investissez sur vous-même. C'est plus difficile, bien sûr. On ne voit pas la couleur de l'argent tout de suite. Mais je pense que dans l'invisible, c'est symbolique. Au niveau métaphysique, investir sur moi-même, eh bien, m'amène à faire une auto-investiture étrique. C'est-à-dire que je m'investis moi-même de mon être. Je ne demande pas à un professeur, à un maître spirituel, à qui que ce soit, à Jésus. Non, je m'auto-investis de mon être. Et bien sûr, si j'ai un coup de main de quelqu'un d'autre, j'en suis très heureux, mais je n'attends après personne pour me donner l'essentiel. C'est mon être, c'est mon œuvre, la publication de mon œuvre, etc. Puisse cette vidéo vous inspirer à vous favoriser avant tout, avant n'importe qui. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la centration. Et si on vous traite d'égoïste, eh bien, vous n'aurez qu'à répondre. Au contraire, c'est de la centration. L'égoïsme, c'est d'être centré sur ma personne. Ne penser qu'à ma personne, mais si je pense à mon être, si j'investis sur mon être, sur ce que je suis vraiment, mon antéléchie, ce que je me suis donné à être, bien là, je suis dans la centration. Et c'est le plus beau cadeau que je peux me faire parce que lorsque je vais quitter ce corps physique, c'est mon centre de gravité permanent, celui que je m'aurais donné moi-même, qui va me permettre de demeurer dans l'éternité, d'être un éternel, d'être le Dieu vivant. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.